Allez, votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Stéphane Déo. Bonjour. Bonjour. Stratège, donc stratégiste à la Banque Postale Asset Management. On a vécu, on en parlait, on a fait un sujet la semaine dernière sur, en se posant la question de savoir si les marchés étaient ou pas cyclotimiques. C'est vrai qu'on a eu cette phase, non mais c'est vrai, de grande peur, de défiance, de retournement sur les marchés. C'est plutôt la fin de, on va dire, 3e et 4e trimestre 2018. Ça a laissé la place, on va dire, voilà, une forme d'optimisme, d'embellie, d'euphorie en ce début d'année sur les marchés. La rapidité, c'est intéressant, la rapidité de ce renversement, encore une fois, de psychologie, ça vous surprend? On passe quand même d'un excès à l'autre, non? Je pense que le terme adéquat, c'est excès, effectivement. Parce que si vous regardez le S&P, donc la bourse américaine, on a perdu 15% sur le dernier trimestre, entre les plus hauts et les on les a repris, ça y est. Hein. Oui, mais si vous regardez les fondamentaux, c'est quand même très difficile de justifier les 15%. Parce que finalement, il n'y a pas eu de grosses surprises économiques, les entreprises allaient bien. Donc je pense qu'il y a eu un surajustement. Non, les mecs se sont dit, attendez, on price une récession aux États-Unis en 2019, il n'y en a pas, voilà. Non, ils sont venus avec 2019 avec des yeux si vous regardez dans le détail, en fait, on a eu énormément de flux vendeurs sur les actions dans un marché qui était très très petit, qui n'avait pas de liquidité. Et donc, dans ces cas-là, vous surajustez à la baisse. Et une fois que ça se calme, en fin d'année, il y avait un potentiel de rebond. Dit autrement, effectivement, c'est ce que vous dites, c'est à la fin de l'année dernière. Si on regardait les valorisations sur les actions, elles étaient cohérentes en fait avec une croissance extrêmement molle, extrêmement prudente. Donc en fait, on était passé d'un scénario, si vous vous souvenez, au début de l'année dernière, où c'était l'euphorie, tout allait très bien, Madame la Marquise, etc., à un scénario qui était au contraire très très prudent et probablement trop prudent. Et donc on a surajusté à la baisse. Là, on rebondit. Je pense que la vraie question... Ce rebond, il est excessif, il va trop vite. 10% de hausse encore une fois sur le CAC 40 depuis le début de l'année, 12% sur le Nasdaq. On se dit quoi? Voilà, Les small caps ont encore plus rebondi. Je pense qu'il y a deux choses. La première chose, c'est qu'on a baissé trop. Donc on a tiré l'élastique. L'élastique s'est détendu. Le ressort, boum, ça part dans l'autre sens. Voilà, exactement. La deuxième chose, c'est quand même qu'il y a eu un changement énorme de politique monétaire. Voilà. C'est ça. Alors, pas de politique monétaire, mais de signal des politiques monétaires. On en parle évidemment. On va faire un gros morceau sur les politiques monétaires, mais juste parce que moi, je cherche à comprendre ce qui a boosté, encore une fois, ces dernières heures. Ces dernières semaines, effectivement, les banques centrales, mais ces dernières heures, il y a eu, encore une fois, ce dopant, cet euphorisant venant du feuilleton. C'est un feuilleton, le feuilleton de la guerre commerciale, avec, encore une fois, des deux côtés. Côté Trump, on a l'habitude qu'ils nous disent en général, oui, ça se passe bien depuis quelques temps, ils nous répètent que ça se passe bien dans ces négociations. Par contre, une parole qui est plus rare et donc qui a plus de valeur, c'est celle du président chinois, Xi Jinping, qui effectivement a dit que les négociations avançaient bien. Ce feuilleton va continuer à nous tenir en haleine jusqu'au bout, mais ça ne surréagit pas là encore parce qu'on a un président qui dit ça dans le bon sens. Attendons de voir, non? Si, je pense que c'est une bonne nouvelle parce que si vous regardez les concessions chinoises, honnêtement, moi j'ai du mal à voir des choses très très substantielles. Par contre, ce qu'on a vu, c'est côté américain, vous avez les Apple, les Caterpillar qui ont commencé à dire mais c'est un problème pour nous, la guerre commerciale. Donc je pense que ce qui est en train de se passer, c'est que Donald Trump veut sortir de cette guerre commerciale. Il n'y a pas énormément de concessions chinoises, donc dans la substance, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Mais des achats de semi-conducteurs, encore que il y a achats de semi-conducteurs américains produits sur le sol chinois. Oui. Je ne suis pas sûr que Trump soit très content. Juste un petit détail, la part de marché, il y a un an, sur le soja en Chine, c'était 30% pour les Américains. On est tombé à 15%. Donc il y a quand même un petit problème là, derrière. Et il y a plein d'exemples comme ça. Les Chinois achètent moins de soja américain? 2 fois moins. 2 fois moins, c'est ça. Ils achètent beaucoup, beaucoup moins de voitures américaines. Les immatriculations américaines se sont effondrées, etc., etc. Donc une fois de plus, je n'ai pas l'impression qu'il y ait des concessions aussi fortes. Le fait que Donald Trump, comme vous le dites, tweet 5 fois par jour, maintenant tout va bien, on va arrêter, ça c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il ne va pas y avoir d'escalade. Ça veut dire qu'il se contente de ce qu'il a eu et qu'on n'a pas de guerre commerciale. Donc les marchands ont raison de saluer et d'applaudir. Et c'est là où quand vous dites je ne fais pas confiance à Trump, je fais plus confiance à M. Xi, vous avez peut-être raison, mais le fait que Donald Trump siffle la fin de la récré, si on a raison, si c'est bien la bonne interprétation, ça veut dire que la guerre commerciale ne progressera pas énormément, et dans ce cas-là, c'est une bonne nouvelle pour les marchés. Mais tout est quasiment maintenant, ça y est, anticipé par les marchés, tout est dans les prix, comme on dit, s'agissant de la guerre commerciale. Si vraiment il y avait un accord, ça ne monterait plus, on vendrait la nouvelle quasiment, comme on dit? Oui, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que c'est un peu le dilemme qu'on a, on est parti au début de l'année avec des valorisations, une fois de plus, qui étaient très basses, donc un marché qui est pessimiste.
Là, on a beaucoup normalisé. L'argument, c'est pas cher, regardez, le marché est trop pessimiste, il est de moins en moins convaincant, effectivement, je trouve. Ouais. En même temps, Donald Trump s'est dit prêt à prolonger, à repousser la date butoir qui au départ était au 2 mars, je crois, de 2 mois, pour arriver à un meilleur accord. Ça prouve quand même que le deal, il n'est pas à portée de main, non? Ça prouve deux choses. Ça prouve, que le deal n'est pas à portée de main, mais le deal est extrêmement compliqué, donc ce n'est pas une grosse surprise. Ça prouve aussi qu'il ne va pas sortir l'artillerie lourde au 1er mars, qui était le risque. On s'était donné 90 jours pour négocier. Le risque, c'est qu'au bout de 90 jours, on n'ait pas un accord. Et le risque était très élevé, parce que c'est un accord extrêmement complexe à négocier. Donc 90 jours, ce n'est pas énorme. Ouais. Et ce qu'on voit maintenant, c'est une fois de plus, au lieu de sortir l'artillerie lourde, d'augmenter les taxes, etc., ben, ils préfèrent donner du temps au temps. Donc moi, je le lis effectivement comme un signal de conciliation, et donc plutôt comme un signal qui est positif. Là, vous écoutez Stéphane Déo, même s'il y avait encore une fois un accord au 2 mars, avant le 1er mars, ça ne ferait plus monter les marchés actions? Plus tellement. C'est un peu le dilemme qu'on a à l'heure actuelle, c'est qu'on a eu, une fois de plus, un rebond en début d'année. On a eu un second souffle avec la Fed qui est devenue très, très laxiste. C'est le revirement, d'ailleurs. Oui. Vraiment, moi, j'ai le sentiment, mais c'est ce revirement inattendu de la Fed en début d'année qui explique, enfin, qui, a posteriori, toujours facile de dire a posteriori, mais qui explique voilà, ce rebond, parce qu'au départ, on était parti sur des plus hausses de taux en 2019, et au final, elle dit que non, a priori, c'est la pause pendant un petit moment. Alors, le petit moment, on n'a pas trop compris ce que c'était. C'est que son bilan, ils vont réfléchir à arrêter de le réduire, donc voilà, donc tout ça, évidemment, c'est bon pour les marchés. Oui, complètement. Si vous regardez ce qui s'est passé l'année dernière, une fois de plus, pour revenir sur le 4e trimestre, vous aviez la bourse qui baissait et les taux d'intérêt qui baissaient en même temps. Ça, c'est typique d'un marché qui a peur, donc qui vend des actions et qui se réfugie sur les taux d'intérêt. Ouais. En début d'année, on a eu la bourse qui remontait, les taux qui remontaient, et depuis que la Fed a parlé, la bourse continue à monter, mais les taux sont scotchés très très bas. Donc c'est vraiment un effet... C'est très bon pour les marchés cette configuration. Elle n'est pas tenable à... Elle n'est pas tenable à vitam aeternam. C'est du court terme, donc on retombe une fois de plus sur votre question, est-ce que maintenant on n'a pas pricé beaucoup de bonnes nouvelles? Notamment la Fed aussi, est-ce que tout ce qu'a annoncé plus ou moins la Fed est maintenant bien pricé aussi? Je pense dans une certaine mesure. Il y a un point quand même qui est important, c'est que les données microéconomiques sont bonnes, c'est-à-dire le résultat des entreprises surprend une fois de plus à la hausse. Et il y a un détail qui, moi, je trouve très important, c'est que si vous regardez la saison des résultats, donc vous savez, toutes les entreprises américaines sont en train de publier, les européennes aussi, on est d'ailleurs quasiment à la fin pour les États-Unis. En termes de surprise sur le chiffre d'affaires, on a des surprises qui sont très faibles. Par contre, sur les bénéfices, on a des surprises beaucoup plus élevées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par définition, mon analyste, il avait grosso modo raison sur le chiffre d'affaires. Par contre, il était trop prudent sur les bénéfices. Donc, il a sous-estimé les marges. Et on a une fois de plus des marges d'entreprise qui sont bien tenues, qui progressent, qui surprennent à la hausse. Oui, oui. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et ça, c'est quelque chose... Oubliez tout ce que je vous ai dit sur la Fed, sur la BCE, sur la guerre commerciale. Fondamentalement, tant que les marges des entreprises continuent à progresser, a priori, ça veut dire qu'on n'est pas en fin de cycle, ce qui est une bonne nouvelle. Et 2, ça supporte les marchés. Et ça, c'est un vrai argument fondamental. Comment les entreprises ont fait justement pour décevoir sur le chiffre d'affaires, un petit peu entre guillemets, et réussir à accroître leur... Non, le chiffre d'affaires, il est grosso modo, alors ça dépend en fonction du nombre d'entreprises qui ont publié, mais on est grosso modo au niveau attendu un petit peu en dessus. Mais une fois de plus, c'est le débat qu'on a depuis plusieurs trimestres, de dire on est au pic des marges, vous comprenez bien qu'on ne peut pas étendre les marges encore plus, et donc il y a des analystes qui sont très très prudents. En fait, si, les entreprises continuent à étendre leurs marges beaucoup plus haut que ce qu'on pensait. On parlait de la Fed, Stéphane Déo, c'est intéressant parce que les marchés intègrent une pause, encore une fois, dans cette politique monétaire cette année. Le plus probable, c'est que cette pause dure combien de temps, pour le coup? Parce qu'elle n'est pas claire, c'est normal. Elle ne veut pas se lier les mains et en même temps, avec ce statu quo annoncé, si d'aventure, encore une fois, on a des très bons chiffres sur les créations d'emplois, s'il devait y avoir, encore une fois, un marché du travail qui reste très dynamique et des petites pressions inflationnistes, il ne faut pas qu'elle se lie trop les mains non plus, la Fed. Non, parce que vous parlez de pression inflationniste, vous parlez de hors pétrole, je pense, hors pétrole, en termes d'inflation domestique. C'est de très bons arguments, parce que c'est des arguments d'économistes, sauf que la raison pour laquelle la Fed a changé son fusil d'épaule, c'est beaucoup les marchés. Et, parce que si vous regardez fondamentalement, début janvier, il n'y avait pas vraiment de signaux économiques suffisamment inquiétants pour justifier un tel changement. Ce virage à 180. Exactement.
Donc je pense qu'il faut un mix à la fois de marché assez solide. Il a capitulé un petit peu, je vous coupe, pardon, mais il a capitulé, Jérôme Powell, face au marché. Certains disent que face au marché, voilà. Et puis face à Trump un petit peu aussi. Non, je ne veux pas jouer les anciens combattants, mais une correction de 15% sur la bourse, c'est quand même pas extraordinaire. Enfin, vous et moi, on a vu ça plusieurs fois. Si la Fed change autant sur seulement 15% de correction, je trouve ça un peu surprenant, pour être honnête. C'est-à-dire, il faut préciser, surprenant, inquiétant. C'est surprenant que la Fed soit aussi sensible au marché financier et qu'elle change de politique monétaire aussi rapidement, avec finalement ce qui est juste une respiration de marché. C'est-à-dire que 15%, pour moi, ce n'est pas un crack. Surtout que ça n'a pas été 15% sur une journée. C'est quelque chose qui a duré. Ça traduit quoi alors? Une forme de soumission Je pense qu'il y a une nervosité, mais il y a aussi, je pense, une gestion du risque. C'est-à-dire que vous êtes à un niveau à l'heure actuelle où la Fed s'est redonné des marges de manœuvre et je pense que le scénario central reste un scénario où il y a une croissance qui est correcte cette année autour de 2,5 aux États-Unis, où les marchés actions du coup sont relativement bons. Je pense qu'ils sont en train d'acheter une assurance contre un risque de récession ou contre un risque de ralentissement. Dit autrement, ils ont arrêté les hausses de taux pour redonner de la confiance au marché. Et pour pas qu'il y ait une espèce de prophétie autoréalisatrice, soit à force d'avoir peur, et ben on provoque la récession. Et le risque, c'est qu'ils soient behind the curve, c'est-à-dire ils soient en retard. Et en retard sur quoi pour le coup? Qu'ils soient en retard sur l'économie, parce qu'il y a des pressions inflationnistes, etc. C'est pas grave. S'ils sont en retard, ils se remettront à monter le taux. Du coup, ils prennent un risque qui finalement... de décevoir dans le futur. Voilà, mais ce n'est pas un risque tellement important, parce que le jour où vous avez vraiment un problème d'inflation ou de surchauffe de l'économie, vous pouvez toujours vous remettre à monter les taux. Oui, attendez, la donne a changé aujourd'hui. Exactement. Il faut lutter contre l'inflation pour préserver l'épargne. Il ne faut pas qu'une banque centrale change la donne toutes les 5 minutes, parce qu'après, on ne l'écoute plus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, je pense que le risque est asymétrique. C'est-à-dire qu'ils n'ont vraiment pas envie de créer un ralentissement économique. Si de l'autre côté, il y a une surchauffe, ce n'est pas un drame. Ils seront pragmatiques. On remontera les taux, et puis on calmera l'histoire, et puis voilà. Ouais. Mais quand même, ce revirement, il est quand même surprenant. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de... Oui. Regardez la réaction des marchés. D'où le rebond. Moi, je pense que 80% du rebond des marchés vient de là. Et on met à 20% de guerre commerciale, non 80, 70-30 Allez. 70-30 Bon, par contre, ce qui est marrant, c'est paradoxal sur les marchés européens, actions européens, c'est qu'on a une économie européenne qui donne globalement, on traverse l'Atlantique, des signes d'affaiblissement, et pour autant, quand on voit les publications de boîtes cotées, en Europe, tout ça est plutôt rassurant. On a cette espèce de dichotomie là quand même, c'est intéressant pour vous, là, pour l'expert. Oui, une fois de plus. Les signaux macro ne sont pas catastrophiques. Il ne faut pas oublier Non, c'est catastrophique. En zone euro, ça ralentit quand même. Ça ralentit, mais il y a aussi pas mal d'effets de court terme. Il y a eu l'automobile en Allemagne, il y a eu des effets avec le pétrole qui a beaucoup impacté sur la consommation. Donc le ralentissement, il n'est pas si marqué que ça. Mais c'est vrai que les données microéconomiques à l'heure actuelle, la saison des résultats est plutôt bonne. Et on a, une fois de plus, la même histoire avec mon histoire de tout à l'heure, avec les marges qui progressent, etc. etc. Le bémol, c'est que les entreprises sont extrêmement prudentes sur le futur. C'est-à-dire qu'elles nous disent, voilà... Des deux côtés de l'Atlantique. Oui, tout à fait. Elles nous disent, voilà, regardez, mes résultats, 4e trimestre, c'est bien. On a des très bons chiffres, on a eu Schneider, on a eu Michelin, on a eu le luxe, enfin, je veux dire, très très bons résultats. On a eu des très bons résultats, et il y a un autre point qui est intéressant, c'est que quand il y a des entreprises qui déçoivent, elles ne se font pas massacrer. Alors c'est un signe des temps, ça. Ça veut dire que la psychologie a vraiment changé. Ça veut surtout dire que les valorisations sont beaucoup plus prudentes qu'elles ne l'étaient. Il y a 3 mois ou il y a 6 mois, pendant la publication des résultats, les valorisations étaient très élevées. Donc quand vous avez des valorisations très élevées, si vous publiez des bons chiffres, le marché dit oui, je sais, d'ailleurs, c'est déjà dans les prix. Si donc vous publiez des mauvais chiffres, un peu plus de 5800 points sur le CAC 40, le marché n'est pas cher? Je pense qu'à l'heure actuelle, on est sur des valorisations, vu le niveau de profit des entreprises, qui sont dans la zone grise, qui sont à peu près raisonnables. C'est-à-dire, je ne peux pas vous dire que ce n'est pas cher, mais je ne peux pas vous dire, comme au début de l'année dernière, qu'effectivement, on a des valorisations assez tendues. On est quelque part au milieu, on est sur un marché qui, est au milieu du gué. Finalement, est assez sain. Et c'est ce qu'on voit dans la réaction. Le marché est sain aujourd'hui? Je trouve qu'il est relativement sain, au sens où il n'y a pas d'excès en termes de valorisation. Avec beaucoup de bonnes nouvelles qui sont quand même dans les cours, on l'a dit. Oui. Fed, oui, mais les marchés qui ont quasiment joué la fin de
la fin de la guerre commerciale entre les Américains. Alors, je vais vous donner un chiffre. Vous savez, on peut faire de l'économie et puis dire, ben voilà, en fonction de mon scénario économique, voilà où devraient être les marchés. Moi, j'ai fait l'inverse. Je dis, ben voilà, le PE du marché, il est de temps. Qu'est-ce que implicitement le marché me dit en termes de scénario économique? Et on a du 1,3 à peu près de croissance cette année. En zone euro? En zone euro. Ce qui est à peu près ce qu'on aura à chouille après, non? Le consensus est à 1,4, la Commission européenne est à 1,3, nous on est à 1,2. Donc, exactement. Du coup, je trouve que les marchés, pour répondre à votre question différemment, si le marché me disait j'ai 3% de croissance, je dirais oulala. Si le marché me disait 0, je dirais bon, il faut acheter parce que là c'est trop bas. On est à l'épaisseur du trait, comme vous le dites. On est très proche d'une valorisation qui, moi, me semble à peu près raisonnable. Donc, il n'y a plus beaucoup de marge de hausse, de progression? Non. Pour la marge de hausse, elle viendra. Si je vous donne un 2 de croissance, grosso modo, économique, on va avoir quoi? 4-5% de croissance des EPS, des profits des entreprises. Per share, bénéfice par action. Oui, pardon. EPS, ce n'est pas éducation physique, EPS. Hein. Non, ça n'a rien à voir. Et sportive. Si les PER, c'est-à-dire les valorisations, ne bougent pas, effectivement, vous devriez attendre de l'ordre de 4-5% sur la bourse maintenant. Pas beaucoup plus. En partant de là où on est aujourd'hui sur le CAC 40, selon vous, c'est difficile de faire beaucoup plus. Il faut raisonnablement attendre 4-5% de hausse encore. Sur la fin de l'année, c'est à peu près l'ordre de grandeur qu'on a en tête. Sans sombrer dans de nouveaux excès, sauf si. Bien sûr. Mais les marchés étant faits d'excès, avec le panurgisme, avec beaucoup de choses. Bon, dernier point, on en parle parce qu'il n'y a même pas une minute. On a quand même épée de Damoclès. On a début mars la guerre commerciale, on a fin mars quand même ce P de Brexit. On a la dernière motion de Theresa May qui a été rejetée par le Parlement britannique. Ça renforce quand même, je ne sais pas, vous l'expert, mais est-ce que ça renforce un peu cette probabilité d'une sortie dure, de ce hard Brexit? Et pour l'instant, les marchés s'en moquent comme d'une guigne. Non mais c'est vrai, expliquez-moi là. Je pense que la probabilité d'un hard Brexit, je suis désolé de ne pas vous donner du sang et des larmes, mais la probabilité d'un hard Brexit est faible. Parce que… Malgré ce qu'on vient de dire là, malgré on s'approche de la date fatigue, de la date butoir, sans aucun accord, et avec encore une fois un rejet d'une motion qui avait pour vocation quand même de je pense qu'il y a une volonté très forte des Européens d'éviter un hard Brexit. Il y a eu un rapport sénatorial français cet été qui disait exactement ça. Et je pense qu'à part quelques illuminés au Royaume-Uni, personne n'en veut non plus. Donc les marchés jouent la raison. Exactement. La victoire de la raison. Exactement. Donc soit on a un vote qui finit par passer, soit on reportera la date limite et puis on se redonnera quelques mois, quelques années. Après, un accident est vite arrivé. Et c'est vrai que… On ne met pas 0% quand même sur l'accident? Oui, non, on ne met pas 0. On met combien d'ailleurs sur l'accident? Je ne sais pas. Mais on met, même si on met 10-20%, c'est 10-20% qui, moi, me font très très peur. Parce qu'une sortie dure, c'est vraiment quelque chose qui peut être extrêmement disruptif pour les marchés. Et ça, ce n'est pas pricé. Pas pricé du tout. Bon, on verra encore une fois, il y aura des prochains votes, il y aura des occasions comme ça de repousser l'échéance, c'est ça. Pour vous, le scénario central, c'est on repousse l'échéance, on se redonne du temps pour négocier, etc. sur ce dossier-là, non, c'est ça? Le scénario central, c'est soit on remet au vote au dernier moment. Et ça passe. Et ça passe parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Tina, comme disent les Anglais. There is no alternative. Oui, j'espère qu'ils raisonneront comme ça. Soit effectivement, on se redonne du temps. Et ça, c'est le scénario qui fait peur aux Brexiteurs, parce que vous redonnez un an, et dans un an, vous n'avez toujours pas trouvé de solution, et en fait, ça continue pour les siècles et les siècles. Et donc, vous ne sortez jamais. Ah, les référendums, enfin, c'est un autre sujet, ça. Allez, merci en tout cas d'avoir été avec nous et d'avoir été notre invité. Stéphane Déo, stratégiste donc à la Banque Postale Asset Management, qui était l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.